Si vous nous rejoignez, merci de votre fidélité. Bienvenue, mesdames et messieurs, voici les titres de votre journal. C'est un pas important qui vient d'être franchi dans la mise en route de l'École nationale d'administration. Le ministre de la fonction publique et les responsables de l'ENAP du Québec ont signé une convention de partenariat, un acte important qui devra renforcer l'administration guinéenne. Journée mondiale des maladies rares, une campagne de dépistage de certaines maladies est initiée pour marquer cette date. Des personnes vulnérables étaient au centre de cette initiative portée par une organisation internationale. Et enfin, la 7e édition du festival Arbaga a pris fin à Boké, des activités intenses pour redonner toute leur place aux traditions dans le bagataï, occasion surtout de sortir et de magnifier le masque de la fécondité. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons par cette déclaration du secrétariat général chargé des affaires religieuses. Chers frères et sœurs en islam, chers compatriotes, par la grâce infinie d'Allah, le croissant linéaire marquant le début du Ramadan a été aperçu dans certaines localités de notre cher pays. En conséquence, le jeûne du Ramadan débutera demain, samedi 1er mars 2025, sur toute l'étendue du territoire national. J'invite donc tous les services déconcentrés du secrétariat général des affaires religieuses, ainsi que l'ensemble des musulmans et musulmans résidant en Guinée, à se conformer à cette décision, afin que nous entamions ce mois de dévotion dans l'unité et la ferveur spirituelle. En cette heureuse occasion, je voudrais, au nom de son Excellence, le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général d'armée Mamadi Doumbouya, ainsi que le Premier ministre du gouvernement, M. Amadou Bouriba, adresser mes meilleurs vœux les plus sincères de Ramadan à tous les fidèles musulmans du monde et en particulier à celles et ceux de la Guinée. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéennes. Je vous remercie. On enchaîne maintenant avec les échos de la session ordinaire du Conseil des ministres. La rencontre a eu lieu hier sous la présidence du chef de l'État, général Mamadi Doumbouya. Plusieurs questions liées au développement socio-économique de la Guinée ont été discutées pour l'occasion. Voici un extrait du compte-rendu du Conseil des ministres avec le ministre porte-parole du gouvernement. Bonsoir. Compte-rendu de la session ordinaire du Conseil des ministres du jeudi 27 février 2025. Au programme, le message de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le compte-rendu des sessions du Conseil du gouvernement du mardi 28 janvier 2025, du lundi 3 et du mardi 25 février 2025, recommandations et décisions du Conseil divers. Message de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Au titre de son message, le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya, a d'abord remercié le Premier ministre et l'ensemble des membres du gouvernement à la suite de l'immersion gouvernementale effectuée à l'intérieur du pays, dans les régions de la Guinée forestière et de la Haute-Guinée, pour continuer à s'imprégner des réalités de l'arrière-pays, être plus proche des populations et répondre à leurs préoccupations. Ensuite, il les a encouragés à continuer dans la même lancée pour la prochaine étape dans les deux autres régions du pays, la Moyenne-Guinée et la Guinée-Maritime. Le chef de l'État a rappelé à ce titre que la Guinée ne s'arrête pas à Conakry et a profité de cette occasion pour demander à tous les membres du gouvernement d'accroître pendant l'immersion gouvernementale la rigueur dans le suivi des projets gouvernementaux, entre autres de continuer les projets de construction d'infrastructures, les projets sociaux de base, notamment des routes, afin qu'ils soient livrés dans les délais contractuels. Le Président de la République leur a affirmé que le développement des infrastructures constitue l'un des piliers fondamentaux de la croissance économique et du bien-être social de notre nation. En ce sens, il a réitéré l'importance de continuer à consolider les efforts concertés et soutenus pour bâtir des infrastructures durables et résilientes dans le respect des délais contractuels.
capable de répondre aux besoins de la population guinéenne et de stimuler notre développement socio-économique. Par ailleurs, le président de la République a rappelé que le 2 février 2025, il a signé un décret pour la gratuité de la carte nationale d'identité biométrique. Dans ce cadre, il a décidé personnellement de financer cette gratuité sur son budget de souveraineté. Il a instruit le ministre de l'Économie et des Finances et le ministre du Budget de prendre sans délai toutes les dispositions pour assurer l'effectivité de ce financement. Et nous allons prendre maintenant la direction de Mamou, la ville Carrefour, qui réitère son soutien aux idéaux du CNRD et de son président. À travers ses émissaires, la contrée foutanienne a exprimé sa reconnaissance et sa gratitude envers le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, pour tous ses efforts en faveur de la Guinée et des Guinéens. Au nom du chef de l'État, c'est le ministre secrétaire général de la présidence de la République, le général Amara Kamara, qui a reçu la délégation ici à Conakry. Adjudant-chef Abakar Kamano, correspondant de la presse militaire. Dans l'après-midi de ce vendredi, le ministre secrétaire général de la présidence s'est rendu au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Général Amara Kamara vient s'enquérir des actions réalisées et esquisser avec les cadres les perspectives pour la promotion du monde rural, une priorité pour le chef de l'État. Le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Félix Lama, a passé à revue les grandes actions réalisées depuis sa prise de fonction, sans oublier l'évolution des projets et programmes, avec au premier plan le programme Simandou 2040. La machine a pris forme, elle va continuer. La vitesse de croisière, elle ne va pas venir tout de suite, mais la machine, elle va effectivement tourner. L'essentiel des problématiques sur lesquelles je voulais poser des questions, j'ai trouvé mes réponses dans votre présentation. Après avoir prêté attention aux différents points soulevés dans la présentation du ministre de l'Agriculture, le ministre secrétaire général de la présidence a remercié l'ensemble du staff du ministère de l'Agriculture pour le travail abattu, avant de réaffirmer l'engagement du président de la République qui a accompagné le monde rural de la structuration à la commercialisation, sans oublier l'appui au secteur de l'élevage. Aujourd'hui, on fait beaucoup d'élevage et de beaucoup de choses, mais en gros, il faudrait également que les éleveurs, vous puissiez les aider à les organiser, à les structurer pour qu'ils tirent effectivement bénéfice de leur production. Ceux qui ont aujourd'hui les statistiques, qui peuvent tenir des statistiques, c'est peut-être ceux qui sont dans l'aviculture. Il y a un gros potentiel au niveau de ceux qui font les bovins. Mais en gros, aucun éleveur ne pourra vous dire depuis que son animal a mis bas jusqu'à quand il a revendu, il a mis combien dedans. Est-ce qu'il a gagné, est-ce qu'il a perdu? Ça reste un problème majeur. Et ça crée la richesse, mais la richesse par rapport à quoi? On ne sait pas. Peut-être que si on les organise aussi mieux comme ça peut aider à faire même une grande traçabilité, aussi pour l'État. C'est ça la vraie croissance du pays. L'accessibilité des zones, vous le prenez en compte très bien, c'est une très bonne chose. Les ouvrages de franchissement est notre grand défi. La transformation, un gros problème. Cette visite du ministre secrétaire général de la présidence a permis au cadre du ministère de l'Agriculture de comprendre l'agenda du chef de l'État, général Mamadi Doumbouya, pour poser les jalons d'un secteur agropastoral plus attractif. Et voilà, mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, c'était le compte-rendu de Fodé Camara, justement par rapport à cette séance de travail que le ministre secrétaire général de la présidence de la République a eue avec les cadres du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. C'est donc pour voir comment renforcer le pilotage des projets et programmes dans le cadre justement de l'amélioration des rendements agricoles. On continue ce journal pour vous dire que le président de la République a fait libérer 3 compatriotes qui étaient détenus en Égypte. Ils sont reçus après leur arrivée à Conakry par le ministre des Affaires étrangères. Dr Maurice Sanda Kouyaté leur a fait savoir que pour le chef de l'État, ce n'est pas le statut qui compte. Tous les Guinéens sont égaux. Explication, Makeme Donzo et Moussa Bangoura. Quelques semaines seulement après la libération et le retour à Conakry de Mohamed Touré, fils du premier président guinéen, le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, s'implique dans un autre dossier concernant des compatriotes en difficulté à l'étranger.
Il a instruit son ministre des Affaires étrangères de mettre en route la machine diplomatique pour la libération rapide de 3 jeunes Guinéens incarcérés en Égypte. Nos compatriotes se sont exprimés sur des sujets politiques jugés trop sensibles dans ce pays par voie de presse. Lorsqu'il a appris la nouvelle, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, a instruit son chef de la diplomatie d'activer tous les leviers possibles dans le respect des relations bilatérales entre Conakry et le Caire. Ses 3 compatriotes, Abdoulaye Sow, Lansana Diakité et Bademba Bari, sont à Conakry et expriment leur reconnaissance au chef de l'État. Nous sommes venus aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger pour venir remercier son Excellence Monsieur le Président de la République de Guinée, le général Mamadi Doumbouya, pour son implication personnelle. À travers lui, nous avons été libérés. Son Excellence Monsieur le ministre des Affaires étrangères de l'intégration africaine et des Guinéens de l'étranger s'est impliqué pour faciliter notre arrivée en Guinée. Il a aussi donné des instructions pour nous accueillir à l'aéroport. Très soucieux de la situation des Guinéens qui vivent sous d'autres cieux, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, s'est personnellement impliqué dans la gestion de ce dossier. Pour lui, il n'est pas question de laisser un Guinéen, quel que soit son statut, en prison à l'étranger. Tant que vous êtes libre, on peut négocier, on peut faire certaines choses. Mais une fois que vous avez perdu votre liberté, ça devient une urgence d'État. Merci d'avoir reconnu les efforts du président. Merci d'avoir décrit la situation difficile de nos compatriotes qui étaient en cours. Donc, vous devenez les professeurs pour les autres ici. Je vous souhaite la bienvenue. Je vous laisse dans les mains du directeur des Guinéens établi à l'étranger et de notre ambassadeur là-bas. Nous allons de façon diplomatique chercher à vous renvoyer là-bas si vous voulez repartir. La première des choses, c'est de demander l'audience pour aller remercier l'ambassadeur de l'Égypte ici. Parce que c'est à lui que j'ai confié la tâche de vous sortir de prison et de vous ramener. Les 3 compatriotes qui n'avaient pas non plus de documents de voyage à jour ont reçu leur nouveau passeport. Et je le disais tout à l'heure au sommaire de ce journal, c'est un grand jour pour l'avenir de l'administration guinéenne et un pas important vers l'opérationnalisation de l'École nationale d'administration de Guinée. Ce vendredi, le ministre de la fonction publique et le directeur des services conseils de l'ENAP du Québec ont signé une convention de partenariat. Le document porte sur plusieurs aspects, visant notamment à faire de l'ENA de Guinée un centre d'excellence. Reportage Mamadi Ternakamisoko. Déterminé à rendre opérationnel dans un bref délai l'École nationale d'administration ENA de Guinée, le ministre du Travail et de la fonction publique a conduit du 26 novembre au 4 décembre 2024 une importante mission au Canada. Les échanges ont permis alors de jeter les bases d'une future collaboration avec l'École nationale d'administration publique du Québec. Aujourd'hui, le projet se concrétise avec la signature de cette convention de partenariat qui augure un lendemain meilleur pour une administration guinéenne performante. J'ai pu moi-même être témoin du capital humain guinéen cette semaine dans le cadre des visites du projet Simandou et dans le cadre des travaux que nous avons réalisés. Le capital humain, le potentiel est extraordinaire et je crois que main dans la main, on peut vraiment progresser ensemble. Le ministère du Travail et de la fonction publique a été instruit de mettre en place et d'opérationnaliser l'École nationale d'administration publique pour la formation des administrateurs et pour la qualification professionnelle des administrateurs. Vous savez, on va élaborer le programme Simandou, mais c'est l'administration qui va mettre en œuvre le programme Simandou. Pour la matérialisation de cette importante convention entre la Guinée et l'ENAP, le délégué général du gouvernement du Québec basé à Dakar a conduit la mission canadienne à Conakry, ce qui dénote
de l'intérêt que les deux parties portent à cette convention qui embrasse plusieurs volets. La convention porte essentiellement sur les domaines suivants. Appui institutionnel au ministère du Travail et de la fonction publique dans la mise en œuvre de la réforme de l'État, la mise en place et l'opérationnalisation de l'École nationale d'administration de Guinée à travers la mise en jour du projet d'établissement et le renforcement des capacités et des compétences de l'administration publique guinéenne et l'appui institutionnel à l'Institut national de formation et de perfectionnement. Cet accord marque une étape déterminante dans notre ambition commune de moderniser et de renforcer les compétences des fonctions publiques au sein de l'espace francophone, en s'engageant dès lors plus concrètement envers la Guinée. En effet, cette entente s'inscrit dans un contexte particulier pour la Guinée, en pleine période de transition, mais aussi de transformation. Plus que jamais, votre pays aspire à une administration publique transparente, performante et tournée vers l'avenir. L'ambition de la Guinée est claire, faire de l'ENA un centre d'excellence. Le projet prend ainsi forme. Déjà à Sangaria, dans la préfecture de Dubreka, l'infrastructure est en construction et les travaux avancent. Et puis, comment mettre en place un système de paiement fiable et durable en temps réel pour la Guinée? C'est l'objectif d'une rencontre des représentants de toutes les institutions bancaires, de microfinance et établissements de monnaie électronique et la Banque centrale. Un projet présidentiel que les autorités de la Banque centrale comptent justement mettre en place au niveau de tout le secteur financier de notre pays. Boubacar Ba pour des explications. L'on se rappelle, le 15 janvier dernier, le Premier ministre, chef du gouvernement, a procédé au lancement du système de SWIFT monétique et digital guinéen. Une rencontre au cours de laquelle il a invité les autorités de la Banque centrale et du secteur financier à accélérer la mise en place rapide du projet. C'est dans ce cadre que les acteurs du système bancaire, des institutions de microfinance et ceux de la monétique se sont retrouvés à la Banque centrale pour évaluer le système de paiement en Guinée afin de se mettre à jour à l'image d'autres pays de la région. Une rencontre qui a permis de mesurer l'état d'avancement de ce projet prioritaire présidentiel, de recueillir les besoins des utilisateurs de ces outils, d'identifier les barrières techniques et réglementaires et de proposer des recommandations aux décideurs pour plus d'efficacité. L'objectif est de moderniser par la digitalisation des normes financières en vue d'aboutir à un système de paiement instantané d'un compte à un autre compte en temps réel par un payeur à un bénéficiaire dans toutes les institutions financières. Avec le SWIFT, c'est un autre monde qui s'ouvre à d'autres structures où chacun est tenu désormais de s'adapter. Le rôle de la Banque centrale dans cette rencontre serait on écoute d'une part les doléances de ces institutions afin de remonter ça à notre autorité vis-à-vis de la GIM, mais aussi comprendre ce que la GIM attend de ces institutions que nous supervisons, que nous pouvons aussi les inviter de façon consensuelle ou réglementaire à mettre en place. L'important d'abord c'est de comprendre le problème, faire en sorte que tout ce qui va sortir c'est exactement la réalité. La bonne nouvelle, c'est que la Guinée a pris les problèmes que les autres pays étaient confrontés. La Guinée est en route aujourd'hui d'être entre les pays qui sont dans des inclusions financières instantanées, surtout paiement instantané. Des difficultés persistent encore, mais les acteurs économiques sont optimistes. On a essayé de voir ensemble quels sont les niveaux de blocage et dans les discussions et les échanges, voir quelles sont les solutions qui pourraient nous permettre d'avancer. Nous sommes à mi-parcours, donc il y a un recueil d'infos que nous avons mis à la disposition de l'expert. Donc on espère un feedback de lui qui nous permettra vraiment d'avancer sur ce volet. Il nous a expliqué un peu son développement en Afrique aujourd'hui, dans le cadre mondial aussi, comment cet outil digital est utilisé partout dans le monde et dans les différents pays et comment ça favorise vraiment l'inclusion financière. L'impact de cet entretien aujourd'hui, ça permettra de booster vraiment l'évolution de la mise en place dans les différentes banques de l'instant paiement. Pour garantir une meilleure exécution du projet, la collaboration entre les banques, les institutions de microfinance et les établissements de monnaie électronique est essentielle. Pour y parvenir, les autorités de la Banque centrale devraient y mettre la cadence et la meilleure forme pour plus de visibilité, de traçabilité et de fiabilité.
Dans l'actualité encore, le Premier ministre, chef de gouvernement, a présidé ce vendredi la cérémonie de présentation du rapport sur la géolocalisation des centres de vote et des centres d'état civil. Cette initiative gouvernementale vise à moderniser et à digitaliser les services publics et l'état civil en particulier. On fait le point avec Adi Kamara. C'est à travers cet atelier que les experts présentent ce matin le rapport de la géolocalisation des centres de vote et des centres d'état civil, un processus qui va permettre la construction des aires de bureaux de vote et faciliter la comparaison des données électorales. 20 000 secteurs de notre pays ont été parcourus pendant cette opération sur 45 jours. Nous avons eu un mois de préparation et de validation du logiciel qui nous a permis de consolider, mais également d'acquérir du matériel pour équiper l'Institut géographique national. J'avoue qu'il est dépourvu de matériel, un service auquel il faut faire un recours et l'aider à se soulever. Nous avons également travaillé à avoir un cabinet à notre côté, comme je l'ai dit tantôt, pour nous aider à conduire la consolidation des données. 140 superviseurs ont été déployés, qui sont tous des ingénieurs cartographes ou topographes sur le territoire national pour coordonner les activités de collecte des données. 600 jeunes enquêteurs, des topographes et des ingénieurs, tous rangs confondus, ont travaillé à parcourir les 20 000 secteurs et les 4 000 districts de notre pays pour identifier, conformément aux termes de référence, les places publiques devant abriter les centres de vote. La géolocalisation des centres de vote permettra une meilleure organisation des élections, une répartition équitable des bureaux de vote et une réduction des risques de fraude. Quant à la géolocalisation des centres d'état civil, elle contribuera à une meilleure accessibilité pour les citoyens, notamment dans les zones rurales, et à une gestion plus efficace des registres d'état civil. La gestion du processus électoral et la fiabilisation des listes électorales exigent des informations sûres par rapport à la reconnaissance et à l'accès des sites retenus pour la circonstance. Le rapport que nous présentons aujourd'hui est donc la cartographie et la géolocalisation des centres de vote et des centres d'état civil, valables pour tout le cycle électoral. Cette cartographie va notamment permettre un rapprochement des centres de vote au plus près des électeurs, facilitant ainsi leur participation à l'enrôlement puis aux élections. Une cartographie pérenne des centres de vote, évitant toute modification du lieu de vote pour les électeurs, garant d'une meilleure accessibilité et fluidité du processus électoral à venir. Je salue l'implication de l'Institut géographique national dans ce travail qui va au-delà de simplement la question électorale, mais qui permet à l'administration de manière générale d'avoir une démarche susceptible d'impacter l'ensemble de nos politiques publiques. Ça rassure par rapport à la possibilité effective de procéder à l'enrôlement dans un laps de temps bien déterminé, puisqu'au préalable, les lieux d'enrôlement seront déjà définis et communiqués à l'ensemble des populations en âge d'être des électeurs. Et également les centres religieux, qui sont des centres de regroupement, permet de manière beaucoup plus effective de savoir où est-ce qu'il faut faire passer les messages pour que l'ensemble de la population soit rapidement informée du lieu, du temps
et du pourquoi il faut faire telle activité. Ça, c'est quelque chose, à mon avis, de très important. Et je salue vraiment le fait que l'IGN soit impliqué. Et je dois dire, c'est une première. Et pour d'autres types d'activités, l'IGN sera de plus en plus associée. Par rapport à l'adressage qui a déjà été entamé, il faut les impliquer parce que ça nous permettra, sur l'ensemble du territoire national, ce qu'on considérait comme étant un travail titanesque peut se faire avec beaucoup plus d'aisance. Et je pense que dans ce processus, le déploiement du PNRAVEC, le changement qui devra intervenir pour que le fichier d'état civil soit enrichi de manière régulière avec cet outil, avec la localisation des lieux susceptibles d'être des lieux d'information ou de formulation de l'information pour rafraîchir la base de manière régulière. L'outil est déjà en place. C'est une avancée très importante pour la suite. Ce rapport, une fois validé, est une illustration opérationnelle des principes de vote et d'obtention des actes d'état civil en vue de la tenue d'élections libres, fiables et transparentes. Merci à Hadi Kamara pour toutes ces explications. Dans le cadre du suivi des activités sur le corridor du projet Simandou, une mission des autorités de Kindia s'est rendue sur le terrain. C'était pour évaluer l'état d'avancement des différents projets. Et sur place, vous allez le voir, le constat révèle une nette amélioration dans la réalisation des ouvrages et d'autres infrastructures sociales de base. Falilou Diallo, Fana Labaya Kamara. C'est une visite dite de suivi des activités sur le corridor du projet Simandou 2040. Dans la zone de Kindia, plus précisément à Madina Oula, ici évolue une société spécialisée dans l'extraction des minéraux, notamment les granites. C'est une initiative des autorités locales à travers les services déconcentrés du ministère des Mines et de la Géologie. On a des exigences qui nous ont été confiées par notre ministre des Mines de suivre toutes les sociétés minières qui sont dans la préfecture de Kindia et les activités qui sont menées par rapport à ce projet Simandou pour que ça se passe dans les règles de l'art qui sont profitables pour les communautés riveraines. Cette visite a permis également d'évaluer le niveau d'exécution des différents projets évoluant sur le corridor Simandou. Des ouvrages seront ainsi réalisés dans les préfectures de Fouré-Karia, Kindia et Mamou. Et ce granit sert à construire ou à faire des pylônes au niveau de la ligne Fouré-Karia-Mamou dans le cadre du Simandou. Donc nous sommes venus pour nous rendre à l'évidence que ces sites-là fournissent normalement le produit et que tout se passe bien à ce niveau. En plus de la réalisation des infrastructures sociales de base et autres ouvrages de franchissement, le projet Simandou est également une opportunité pour les jeunes des zones impactées par le projet de créer des projets innovants pour lutter contre la précarité. L'Assemblée générale de l'Ordre des experts comptables et comptables agréés de Guinée vient de se tenir à Conakry. C'était pour faire le bilan des activités de l'année 2024, proposer des pistes de solutions, mais également élaborer le budget pour mieux accomplir leur mission sur le terrain. Avec ces initiatives, ces experts comptables s'engagent à accompagner le gouvernement dans sa politique de refondation des finances publiques. Moussa Bangoura. L'Ordre des experts comptables et comptables agréés de Guinée tient son assemblée générale annuelle. Cette plateforme a été l'occasion pour l'équipe dirigeante de faire le compte-rendu
de la participation des membres à la 4e conférence africaine sur la gestion des finances publiques à Alger, mais aussi de faire le bilan des activités courantes 2024. L'État a une préoccupation majeure, tout comme les sociétés privées. C'est une meilleure gouvernance et la transparence au regard des informations financières. Et celle-ci se fait, quels que soient les niveaux au départ, par notre profession. C'est nous qui qualifions les comptes, c'est nous qui soumettons le compte aux différentes parties prenantes qui existent au sein d'une société. Donc nous, on est presque des arbitres pour pouvoir harmoniser cette relation entre les différentes parties prenantes. Et c'est en cela que notre responsabilité est grande. À ce rendez-vous annuel, le rôle des experts comptables et comptables agréés de Guinée a été largement expliqué, surtout dans la lutte contre le blanchiment d'argent. À ce niveau, plusieurs recommandations ont été faites. Nous attendons d'eux, à leur qualité de commissaires aux comptes près les sociétés publiques et les sociétés mixtes, un travail accru, notamment en termes de fiabilité de l'information financière, la certification des états financiers, leur contribution à la mobilisation des recettes pour le financement du développement à travers non seulement les recettes fiscales mais également les dividendes. Compte tenu de leur place dans l'administration publique et dans le secteur privé, ces comptables s'engagent à accompagner le gouvernement pour réussir le pari du développement socio-économique. Promotion de l'éducation, insertion socio-professionnelle ou encore autonomisation des jeunes, ce sont entre autres missions de l'ONG Agir Ensemble pour l'avenir de la jeunesse. Cette structure vient de lancer ses activités à Conakry. Elle compte désormais organiser un concours dans les universités pour encourager l'excellence. Moussa Kouyaté. C'est l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry qui a été choisie pour le lancement officiel des activités de l'ONG en présence des étudiants et d'autres partenaires évoluant dans le monde universitaire. L'objectif est d'encourager l'excellence à travers des compétitions. À travers ce concours d'excellence universitaire, nous voulons non seulement valoriser la performance académique, mais aussi inspirer et motiver une génération de capables d'innover et de bâtir une Guinée prospère. Pour cette première édition, nous allons sélectionner 10 lauréats qui bénéficieront ici d'un accompagnement personnalisé comprenant des bourses d'études en master. Ce concours qui sera organisé dans quelques mois concerne les étudiants en fin de cycle dans les universités de Conakry pour cette première phase. Ce que je vais dire aux étudiants, chacun va se donner à fond parce qu'aujourd'hui, la Guinée maintenant est en train de changer de phase. Il y a des opportunités qui viennent du jour au lendemain. Mais si la formation n'est pas là, c'est pas bon du tout. Un comité sera mis en place pour déterminer d'autres critères de participation. Cette initiative est saluée par les universités partenaires qui ont encouragé les jeunes à travailler davantage. Plus jamais, aucune fille ne va abandonner l'école à Sigiri. Au-delà du slogan, le ton vient d'être donné. Le projet qui participe à la promotion du suivi de l'excellence académique est lancé pour transformer la couche des jeunes filles en atout pour le développement. La nouvelle dynamique de l'ONG Demain c'est nous veut aller plus vite pour réduire les disparités éducatives en milieu rural. C'est un sujet de Diamokaba. À Sigiri, la promotion de l'excellence académique des filles commence à porter ses fruits. Le projet se concrétise avec l'ONG Demain c'est nous. Dans cette zone minière, il s'agit de renforcer l'accès des jeunes filles à une éducation de qualité afin de réduire les abandons scolaires, souvent causés par l'exploitation artisanale de l'or. La formation continue est mise en avant. Quand nous prenons l'effectif dans les écoles, vous voyez que les jeunes filles commencent l'école primaire avant qu'ils n'arrivent au lycée et elles sont victimes de beaucoup de choses. Mais je pense avec l'ONG Demain c'est nous, les parents pourront prendre l'exemple sur surtout cette première équipe et en fin de compte, ça va créer une certaine émulation entre les différentes filles. Le maintien des filles à l'école, une autre idée du projet pour assurer l'autonomisation sociale et économique des filles défavorisées. La campagne de sensibilisation touche les établissements scolaires de la ville aurifère
pour transformer les jeunes filles en atouts. Dans notre quête de la promotion de l'éducation et du maintien des jeunes filles en milieu scolaire, pour cette première phase, nous avons jugé essentiel de mettre en place ce projet de soutien pour la promotion de l'excellence des jeunes filles dans les collèges et lycées des préfectures. Nous sommes là aujourd'hui, c'est non seulement encourager celles-là qui sont soucieuses, celles-là qui travaillent à l'école, afin d'envoyer les autres aussi de prendre le même courage et essayer d'avancer dans leurs études. L'élimination des obstacles à l'éducation et l'amélioration de la qualité de l'enseignement pour faciliter l'inclusion des filles constituent la feuille de route de l'ONG Demain c'est nous, un levier pour atteindre les objectifs de développement durable. Dans le reste de l'actualité, je le disais tout à l'heure au sommaire, la journée mondiale des maladies rares vient d'être célébrée. Elle est mise à profit par la Fondation internationale Tcherno et Mariam d'organiser une campagne de dépistage de certaines maladies. Fidèle à sa volonté d'assister des personnes vulnérables, la Fondation Fitima a mobilisé ses partenaires techniques afin de réaliser ce projet humanitaire. Abakar Junior Kamara. Les maladies neuromusculaires sont peu connues et sous-diagnostiquées en Guinée. Ces pathologies d'origine génétique entraînent une paralysie progressive et nécessitent une prise en charge précoce et multidisciplinaire. À l'occasion donc de la Journée mondiale des maladies rares, la Fondation humanitaire Fitima, en collaboration avec l'association Mycologie sans frontières, organise une journée de dépistage gratuit de ces pathologies. Cette journée que nous appelons journée de consultation pluridisciplinaire est très importante dans le parcours des patients. Les patients que vous voyez ici sont suivis par Fitima pour la plupart d'entre eux depuis longtemps, mais souvent ce qui manque, c'est le diagnostic précis, le plus précis possible. Donc le fait de faire aujourd'hui ces consultations, de faire des prélèvements et de poursuivre même jusqu'à l'analyse génétique, eh bien ça va permettre d'affiner le diagnostic, et quand vous avez un diagnostic qui est affiné, la prise en charge est faite de façon plus adéquate. Grâce aux avancées scientifiques, notamment les tests génétiques et les thérapies innovantes, le diagnostic et la prise en charge de ces maladies ont considérablement évolué. Mais en Guinée, de nombreux patients restent sans diagnostic précis ni de suivi adéquat. Aujourd'hui, nous essayons d'organiser des consultations multidisciplinaires, donc des consultations que plusieurs spécialistes, des pédiatres généticiens, des kinésithérapeutes, les médecins physiques, les biologistes, et ensemble, on essaie de voir les enfants qui ont des problèmes pouvant relever des maladies neuromusculaires. Fitima, dans sa mission d'assistance des personnes en détresse, multiplie les efforts dans la sensibilisation et la formation des professionnels de santé et grand public aux maladies neuromusculaires. Et pendant ce temps, le service de santé des armées renforce les capacités opérationnelles de son personnel. Médecins, biologistes et vétérinaires des armées viennent de boucler une session de formation sur la surveillance et la détection de l'anophèle à l'origine du paludisme. Pour plus de détails, voici le reportage de notre correspondant de la presse militaire, lieutenant Tamba Sekou Kamano. Ils sont médecins civils et militaires, biologistes et vétérinaires des armées. Depuis 4 jours, ils participent à un renforcement de capacités en entomologie. Au nombre de 40 personnels, ces spécialistes constituent désormais le noyau de formateurs sur la surveillance du vecteur anophèle Stephensi, un agent causal du paludisme. Le paludisme demeure une des principales causes de mortalité dans notre pays, affectant de manière disproportionnée les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. L'Organisation mondiale de la santé a identifié la provocation de l'anophèle Stephensi comme une menace potentielle majeure pour la lutte et l'élimination du paludisme en Afrique et appelé à une action immédiate. Cet atelier est un pas qui nous permettra d'atteindre des résultats concrets sur la surveillance du vecteur Stephensi en République de Guinée. Je l'espère, une implication plus accrue de tous. Malgré les efforts consentis par l'État guinéen et ses partenaires, le paludisme reste la première cause de consultation dans nos structures hospitalières. Cependant, les scientifiques enregistrent une baisse significative du taux de prévalence dans le pays. Nous sommes à une époque
qualifiés pour réussir l'avenir de la santé publique en Guinée. La lutte contre le paludisme est confrontée à la résistance aux médicaments, aux insecticides qui affectent le diagnostic du paludisme. Nous allons tous œuvrer à faire prendre en compte les préoccupations. Méconnu du grand public, l'Anophel stephensi se reproduit dans les milieux urbains. Il a été déjà découvert à Djibouti et dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest. Toujours à l'avant-garde de la protection des populations contre les maladies, la Direction générale du service de santé des armées retrousse les manches pour prévenir les épidémies et préparer la riposte. Au même moment, les responsables de l'Union nationale des transporteurs routiers de Guinée invitent les automobilistes à plus de prudence. C'était au cours d'une campagne de sensibilisation qui vient de se tenir à son siège à Matam. Le but est de minimiser le taux d'accidents dans notre pays. Mekini Moussa Kamara et Lansé Kami Soko. La Guinée a connu diverses réformes dans le secteur des infrastructures routières. Ces progrès sont à l'actif du président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Malgré cette prouesse, l'imprudence et l'indiscipline dans la circulation provoquent des accidents souvent mortels. D'où cette campagne de sensibilisation menée par les responsables de l'Union nationale des transporteurs routiers de Guinée pour un changement de mentalité. Le message que j'ai à dire aux transporteurs, c'est de suivre les entretiens des véhicules pour éviter et essayer de faire, comme on appelle, le contrôle technique des visites aussi, pour éviter beaucoup d'accidents. Vous savez qu'actuellement, là, on commence à avoir moins d'accidents. Cela est dû à l'implication des transporteurs même dans le contrôle et aussi dans les sensibilisations des conducteurs. Au cours de cette rencontre, les efforts du gouvernement sont salués par les organisations de la société civile. Nous reconnaissons vraiment que toute la Guinée doit reconnaître qu'il y a eu moins d'accidents, puisque avant il y avait assez d'accidents. Vous pouvez compter des milliers et milliers d'accidents par jour ou par mois ou par année. Mais franchement, avec le bitumage des routes, le rétrofilage de certaines routes, et vraiment que les accidents sont moins et les embouteillages sont moins. Quand je suis à Conakry ici, j'ai vu les routes de proximité parce que c'est très important. Quand on prend une route, une autoroute et qu'il y a une route secondaire qui te permet de sortir, bon, avant on n'avait pas ça. Et moi je suis très satisfait de ce qu'ils sont en train de faire, ce que le gouvernement est en train de faire. Cette activité se tient sur fond de validation des antennes de l'antenne nationale des transporteurs routiers de Guinée dans les 13 communes de Conakry. Les automobilistes sont invités donc à respecter les codes de la route afin d'éviter les dangers. Autre actualité de ce soir, c'est l'ONG Catholic Relief Service en consortium avec le réseau Afrique Jeunesse de Guinée et Enfants du Globe qui vient de lancer une série de renforcements de capacités pour des organisations de la société civile. La formation financée par l'Union européenne porte sur la cohésion sociale et va s'étendre sur 3 ans dans les 8 régions administratives du pays. Maïmouna Bella Diallo. Ce renforcement de capacité sur la cohésion sociale a réuni 14 organisations de la société civile du pays. C'est dans le cadre du projet Société civile dynamique et performante. Elle est initiée et mise en œuvre par Catholic Relief Service en consortium avec le réseau Afrique Jeunesse de Guinée et Enfants du Globe. C'est un projet qui vise à soutenir, à renforcer les capacités des organisations de la société civile guinéenne pour qu'elles soient d'abord bien fonctionnelles en tant qu'organisation, mais qu'elles puissent vraiment délivrer leur mandat dans les règles de l'art, avec un accent particulier sur les organisations de la société civile constituées par les femmes, les jeunes et les personnes vivant avec handicap, les personnes vulnérables. Une façon d'amener la société civile à être des vrais acteurs de la cohésion sociale dans notre pays. Mais il y a aussi le côté programme, donc renforcement de la société civile sur le montage, gestion des projets et tout. La formation des acteurs de la société civile guinéenne est utile et indispensable du point de vue du rôle que joue cette entité sociale, d'où la pertinence des différentes thématiques. Notre formation porte essentiellement sur notre approche de cohésion sociale que nous appelons l'approche 3B, 4D.
c'est la marque de fabrique de CERES qui aide les communautés divisées, les communautés qui ont connu des moments de crise à se reconstruire, à se relever. Le projet SOCIDIP compte former 100 structures de la société civile dans les 8 régions administratives du pays avec un soutien financier de l'Union européenne. Et puis vous le savez peut-être, l'absence d'un système centralisé de collecte de données et de coordination des acteurs impliqués dans la lutte entrave la gestion efficace des cas de violence basés sur le genre. Alors comment inverser la tendance? Une journée de concertation est organisée par plusieurs organisations qui travaillent sur la question. Entre autres objectifs, établir un système coordonné de remontée des données relatives aux violences basées sur le genre. Sona Sagno. Dans une salle comble, parée aux couleurs de l'excellence, l'agence Référence Communication a une nouvelle fois honoré 40 cadres et institutions pour leur contribution significative au développement de la Guinée. Une initiative qui, selon les organisateurs, vise à mettre en lumière les hommes et les femmes qui, loin des projecteurs, travaillent au progrès du pays. Depuis 2019, ACOM est mise en place dans l'optique de pouvoir reconnaître les valeurs, de pouvoir reconnaître les actes probants qui sont posés par les compatriotes. Donc c'est impérieux pour nous que chaque année, les Guinéens, dont la plupart sont cassés dans l'homme, qui font de belles œuvres éléphantiques, mais ne sont pas connus par le grand public, il est impérieux pour nous vraiment de faire les promotions. Parmi les récipiendaires, l'université high-tech s'est distinguée comme la meilleure université digitale du pays, une reconnaissance saluée par son représentant qui voit en cette distinction une source de motivation pour aller encore plus loin. Il faut, n'est-ce pas, travailler de façon dure, tout en étant rigoureux dans ce que nous faisons et tout en respectant, n'est-ce pas, les codes et la déontologie de notre secteur d'activité qui est la formation, qui est un domaine vraiment où on doit innover aujourd'hui avec tout ce que vous savez, l'évolution actuellement dans le monde entier, l'évolution des outils digitaux. Pour le garde des Sceaux, ministre de la Justice, cette reconnaissance va bien au-delà d'une simple cérémonie. Elle illustre la volonté de valoriser les talents et de créer une saine émulation au sein des secteurs publics et privés en Guinée. Votre œuvre nous amène derrière le président de la République, le bâtisseur Mamadi Doumbouya, chacun dans son secteur, à faire montre d'initiatives créatrices, à faire montre de don de soi pour que notre pays soit hissé au rang des pays développés de notre continent. Clôturée par une série de remises de distinction, cette 7e édition laisse entrevoir de belles perspectives pour la promotion de la méritocratie en Guinée. Dans la commune de Matam, les autorités communales viennent de procéder à une série d'activités. Il s'agit de l'inauguration du siège de la commune récemment rénové et la présentation du bilan de 10 mois de gestion des autorités de la délégation spéciale. Des séances de prière pour la paix ont également eu lieu. Reportage Marwan Kamara. En chantier, il y a quelques mois, le siège de la commune de Matam change de visage grâce aux efforts conjugués par les autorités communales et leurs partenaires. Matam est l'une des plus grandes communes de la capitale. À travers la rénovation de cette maison commune, les autorités de la délégation spéciale comptent améliorer les conditions de travail et le système de gestion administrative. L'inauguration de ce joyau a connu la mobilisation du gouvernorat de la ville de Conakry et les administrateurs de la commune à tous les niveaux. Je suis passé ici plusieurs fois. Je ne pouvais pas me rendre compte qu'il y avait tout cet espace dans la cour tellement encombrée. C'est le lieu pour moi de demander à toutes les délégations spéciales de Conakry de se référer, prendre l'exemple à Badara Koné. Merci aux conseillers qui l'ont accompagné dans son projet. Cette cérémonie inaugurale est aussi mise à profit par le président de la délégation spéciale pour présenter le bilan de 10 mois de gestion. On a voulu rendre compte aux citoyens de Matam de nos 10 mois de gestion. Dans la même dynamique, leur faire voir le nouveau visage du siège de la mairie de Matam. Grâce à une collaboration avec une entreprise, nous avons pu embellir la cour
mais mieux utiliser désormais l'espace comme un parking, de l'intérieur comme au dehors, pour que nous puissions renflouer nos caisses de la mairie, parce que les mairies, c'est d'abord les ressources propres. Grâce à la vision éclairée du chef de l'État, président de la République, Mamadi Doumbouya. Satisfaits des efforts consentis par les autorités de la délégation spéciale depuis leur arrivée, les citoyens de Matam n'ont pas caché leur sentiment de satisfaction par rapport aux différents chantiers ouverts pour répondre aux attentes. J'ai vu la commune là depuis au temps de la Révolution, mais c'est la première fois que vraiment je vois que l'image de la commune a changé totalement. C'est une fierté. À cette occasion, une cérémonie de lecture du Saint-Coran est organisée par les autorités communales pour implorer la grâce divine pour l'émergence de la commune et la réussite de la transition. Et puis, mesdames et messieurs, les Guinéens continuent de marquer leur satisfaction face aux réalisations et acquis du CNRD. Et cette fois, ce sont les femmes du marché Niger-Avaria qui ont organisé une grande mobilisation pour saluer les actions du président général Mamadi Doumbouya. L'événement s'est tenu sous le haut patronage de Adia Diaba Doumbouya, coordinatrice nationale du Moussakod. Le compte-rendu de Kerfa La Presse Camara. Dans une atmosphère festive, rythmée par des prestations artistiques et culturelles, les femmes du marché Niger-Avaria ont exprimé leur gratitude pour les actions menées par le CNRD depuis son arrivée au pouvoir. Nous constatons la réalisation des projets gigantesques partout dans notre pays grâce de son Excellence le général Mamadi Doumbouya, chef de l'État. Ces projets de société continuent une relève volonté de la refondation de notre nation. Ici, vous avez toute la Guinée, vous avez la Guinée forestière, vous avez le Fouta par là, vous avez la Basse-Côte et vous avez la Haute-Guinée de l'autre côté. Tous ceux-ci sont venus ici pour célébrer les actions du chef de l'État et puis aussi pour lui dire que le peuple est avec lui. Sous l'impulsion de Hadja Diaba Doumbouya et son équipe, cette mobilisation a été marquée par des félicitations adressées aux organisateurs. ninke alal braye aliya fen fen te do nan do kenye nyal be fola na foli ko nyuma al benye alal be braira ala man ta kala kandambulo ka kisa juluma kala karana jusala ala karana ala mola di an bilal ala mala kandara le kala kanda ba kala di kana jamana suma be yere sansi. Les femmes du marché Niger-Avaria affichent clairement leur soutien au général d'armée Mamadi Doumbouya qu'elles souhaitent voir poursuivre son engagement pour le développement et la prospérité de la Guinée. Les femmes du quartier Afia ont également manifesté leur reconnaissance en faveur des autorités du pays. C'est à l'occasion d'une journée festive et de reconnaissance que ces femmes ont célébré le CNRD et réaffirmé leur adhésion aux actions de développement amorcées sous l'impulsion du chef de l'État. Cette journée de reconnaissance est soutenue et accompagnée par l'Alliance des femmes pour la Renaissance sous Mamadi Doumbouya. Reportage Marwan Kamara et Nabila Moussa Kamara. Au quartier Afia, les acquis de la refondation en cours sont aujourd'hui bien appréciés. Ici, ce sont des femmes qui se mobilisent pour réserver un accueil chaleureux à la délégation de l'Alliance des femmes pour la Renaissance sous Mamadi Doumbouya. Par ce mouvement de soutien, elles décident désormais de jouer leur partition en accompagnant les initiatives de développement du CNRD. Depuis le président Mamadi Doumbouya n'a pas la Guinée a fait des rabats. Depuis l'avènement au pouvoir du président général Mamadi Doumbouya, plusieurs actions de développement ont été faites, notamment les routes, les infrastructures sociales de base, et même la gratuité de la carte d'identité nationale. Avec tout ça, nous soutenons le général président Mamadi Doumbouya. Pour la bonne marche de la transition, ces femmes de Afia s'engagent à œuvrer pour la préservation de la paix en Guinée. Des actions de développement local pour Afia et le soutien des acquis de la refondation sont entre autres initiatives à mettre en place les prochains jours. Pour célébrer cette cérémonie de soutien au président Mamadi Doumbouya, je suis contente. Vive Mamadi Doumbouya! Vive le CNRD! Mamadi Doumbouya, depuis le 5 septembre 2021, est présent pour les femmes, pour les enfants,
Et nous aussi, les femmes, nous sommes là, nous reconnaissons cela. Et donc, nous sommes là, nous aussi, pour l'accompagner, pour le soutenir, pour l'épauler et pour être avec lui. Merci. Merci aux femmes de Afia, merci à la jeunesse de Afia. Vive Mamadi Doumbouya! A rappelé que les femmes du cercle de Gawal Sirag étaient aux côtés de l'Alliance des femmes pour la Renaissance sous Mamadi Doumbouya. Leur motivation est de resserrer désormais les rangs derrière les idéaux de changement prônés par le président général Mamadi Doumbouya. Et c'était le 3e titre de ce journal. La 7e édition du festival Arbaga a pris fin à Sobané, dans la préfecture de Bofa. Cette rencontre culturelle permet de promouvoir et de valoriser la culture de la communauté Baga à travers le masque qui symbolise la fécondité dans le bagataï. Plusieurs troupes artistiques de la localité ont pris part à cette cérémonie. Marie-Angélique Bangoura. C'est l'un des plus grands rendez-vous autour du masque Demba. Ici, à Sobané, les festivaliers et la population vivent au rythme des tam-tams et des tambours avec des pas de danse puisés du répertoire du littoral. Au compte de cette édition 2025, 8 troupes mettent sur scène leur savoir-faire artistique et des chorégraphies authentiques propres à chaque village. En plus de la présence du masque Demba, le sorsornet et autres symboles emblématiques des Baga étaient de la partie. L'organisation de ce festival vient booster la promotion de la culture Baga. Pour réussir le pari, le coup de pouce des autorités s'avère nécessaire, ce qui motive la prestation de ces artistes dévoués pour la cause publique. L'organisation de ce festival, ou fête tournante dans le Bagataï, chaque année depuis 2018, s'accroît dans la mise en œuvre des recommandations issues de la journée culturelle et artistique des arts Baga et danse Demba, organisée en 2015 au Centre culturel franco-guinéen à Conakry, où il a été développé à la face du monde l'origine historique du masque Demba. Le Festival des Arts Baga nous donne l'opportunité de nous rassembler à travers les différents pas de danse, à travers les arts visuels, les masques. Nous avons l'opportunité aujourd'hui de partager ce qui nous unit avec le monde entier. Sobané, un des districts de la sous-préfecture de Doupro, préfecture de Bofa, a connu la visite des amoureux de la culture et de l'art. C'est une occasion pour les autorités locales de promouvoir les valeurs ancestrales de cette zone connue pour ses belles plages et son environnement clément, favorable au tourisme. Nous sommes satisfaits et nous sommes contents de la grande mobilisation, de la participation de nos invités qui ont tenu à répondre à notre invitation pour venir communier avec nous à Sobané. Marara qui a remporté le premier prix, donc qui a été la meilleure troupe, qui a presté mieux que les autres. C'était une particularité pour nous parce que ceux qui sont dans les îles ont montré aussi qu'il faut venir sur la terre ferme, participer avec tous les autres villages pour le bien de la communauté Baga. L'art est magique et c'est pourquoi le département de la culture fait tout pour promouvoir toutes les diversités culturelles guinéennes. Et ici, c'est le lieu de saluer le collectif, les autorités. C'est pourquoi M. le ministre nous a chargé de venir saluer et féliciter l'initiative de cette organisation. Pour clôturer le festival Demba en beauté, le meilleur prix est revenu cette année à la troupe Tamara de Bofa, qui s'est illustrée de par son talent, sa chorégraphie et son masque. La préfecture de Kouroussa est la ville invitée d'honneur de cette 7e édition. À cette occasion, les invités à leur tour ont ajouté une touche particulière au festival Demba avec la danse des hommes forts, le Dumbumba. Et page noire de ce journal avec la disparition de l'un des grands enseignants-chercheurs du pays. Professeur Ibrahima Ningelande Diallo a tiré sa révérence mercredi des suites de maladie
À l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia, un symposium est organisé pour saluer l'engagement de l'homme et lui rendre tous les honneurs à la hauteur du service qu'il a rendu à la nation guinéenne. Le film de la cérémonie avec Bakary Bamba Condé. Ce jeudi, l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia a rendu hommage au professeur Ibrahima Ningilande Diallo, décédé le mercredi dernier ici à Conakry par suite de maladie à l'âge de 112 ans. Organisé par ses collègues enseignants, l'événement a rassemblé des universitaires, des étudiants, des amis, la famille et les autorités du pays pour célébrer la vie et l'œuvre d'un homme qui a profondément marqué le monde académique. L'université guinéenne est en deuil. Elle a perdu l'un de ses plus valeureux enseignants émérites, le professeur Ningilande Diallo. Était un talent guinéen. Il a voyagé dans le monde entier pour des conférences internationales, pour des stages de perfectionnement, des ateliers de renforcement de compétences qu'il animait, ce qui donnait un rayonnement à son enseignement. Professeur de grade et fervent chercheur, professeur Ningilande a marqué l'enseignement supérieur guinéen par sa passion pour l'éducation et son engagement envers la recherche. Nous sommes réunis aujourd'hui le cœur lourd et empli de tristesse pour rendre un dernier hommage à un homme exceptionnel, mon père. Un professeur d'université dévoué, un père exemplaire, un ami fidèle qui nous a quittés après une longue et courageuse bataille contre la maladie. Mon père était un homme de savoir et de sagesse, un esprit brillant qui a consacré sa vie à l'enseignement et à la transmission de la connaissance. Au nom du gouvernement et du chef de l'État, le ministre en charge de l'enseignement pré-universitaire a salué les loyaux services rendus à la nation par l'illustre disparu et invité le corps enseignant à s'inspirer de ses traces dans la formation de la jeunesse. Il est toujours resté celui qui a l'esprit vif. On le lisait même dans le regard, toujours très vif. Et c'est pour moi un devoir d'abord d'honorer sa mémoire, mais c'est aussi pour moi un devoir de lancer à l'endroit de tous les autres professeurs, tous les jeunes qui sont à l'université, d'essayer de se dédier un peu à la recherche, à la réflexion pédagogique, de ne pas aller uniquement dans l'administration pure, mais de rester un chercheur dans l'âme. Laissant derrière lui 3 femmes et 7 enfants, professeur Ibrahima Ningilande Diallo a regagné sa dernière demeure ce vendredi dans son Ningilande natal, situé dans la préfecture de Pita. Que son âme repose en paix. Amen. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Et notez bien que dès demain, votre journal du soir passe de 20h30 à 21h pile. Demain, vous serez donc à 21h pile avec Falilou Diallo pour d'autres actualités de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Je souhaite un excellent début de Ramadan à tous.